En fait, je vais répondre à 5 questions et la démarche est la suivante. En épidémiologie, on étudie les relations entre exposition et problèmes de santé. Donc, on a besoin de bien mesurer les expositions, de bien mesurer la santé et évidemment d'étudier la relation. Et pour ça, on est très fort hein, parce qu'on a plein de modèles, mais souvent, les données en entrée ne sont pas très bonnes. Calculer ensuite le risque au niveau de la population, parce que comme vous pouvez bien l'imaginer, on fait des études à échelle réduite. Donc après, on fait ce qu'on appelle en anglais risk assessment, en français c'est l'attribution du risque, et puis on va vers des mesures de prévention. Et on fait en général 2 types d'études. Des études observationnelles, donc on observe, et puis on établit une relation, et puis ce qui nous enrichit beaucoup, ce sont les études interventionnelles. Une fois qu'on a établi qu'il y a un risque, on va faire une étude où on enlève le risque, on l'augmente, on le diminue, et on voit s'il y a une conséquence sur la santé. Donc là, moi, je vais vous parler de mon point de vue d'épidémiologiste. Qu'est-ce que c'est pour nous, dans nos études, la biomasse? J'ai bien entendu ce matin des choses très intéressantes, malheureusement loin de ce qu'on fait. Je vous dirai aussi combien, au niveau de la population générale, les gens sont exposés à cette biomasse. Vous imaginez bien que dans les pays en voie de développement, c'est énorme, mais aussi chez nous, je pense, je vais un peu vous surprendre, ou peut-être pas trop. Quels sont les effets connus? Parce qu'il y a eu des études, tout simplement. Hein, parfois, il n'y a pas d'études, donc on ne peut pas établir. Et puis, comment on peut évidemment améliorer hein, la santé des gens. Et quelques mots sur le changement climatique, mais je pense que vous en avez eu pas mal de mots, et donc vous me coupez quand je suis trop longue. Alors, biomasse, bah, tout ce qui brûle, là vous avez les exemples. Je n'ai pas toujours mes étudiants quand je dis qu'il y a aussi les crottes d'éléphants, hein, que c'est très riche en plein de choses et un poids énorme qui dure longtemps, évidemment, mais chez nous, ça va être que du bois. Je m'amuse aussi à montrer ça parce que c'est la grotte de Chauvet, où les dessins qui sont magnifiques, pour moi c'est vraiment unique, ont été faits avec du charbon. Hein, et c'est donc connaissance bien du pouvoir du bois brûlé hein, pour faire des choses et aussi pour se chauffer et pour manger, mais ça c'est venu après qu'ils ont trouvé que la viande crue n'était pas très bonne et qu'elle était mieux quand elle était... La transition énergétique, je pense que vous la connaissez, il y a eu beaucoup de bois et maintenant, à partir des années 40-50, ce sont les autres énergies qui ont pris le pas. Alors, en épidémiologie, dans ce que j'appelle les études de population, hein, nous, on a essentiellement des travaux dans le domaine de la biomasse utilisée pour cuire ou chauffer l'eau dans les pays en voie de développement. On a ensuite le bois brûlé dans les maisons. Et puis, ce matin, vous avez eu déjà une présentation sur ça. Bien sûr, les incendies. Hein, et ça, c'est un effet du changement climatique. Qu'est-ce qui n'est pas seulement? J'essaie. Il faut nuancer. Mais c'est vrai, et d'ailleurs, moi, ma science m'oblige à mesurer. Et c'est vrai que maintenant, on mesure mieux qu'avant, hein, parce que j'ai ressorti des photos satellitaires du passé, et j'ai trouvé des incendies énormes en Bulgarie, en Roumanie. Personne n'en avait jamais entendu parler, mais les photos sont là pour le témoigner. Donc, effectivement, il y a aussi une métrique qui est devenue plus performante.
Alors, il y a 200 composants dans cette fumée et je m'intéresse beaucoup aux particules parce que dans le domaine des particules, celles associées au transport, par exemple, il y a eu beaucoup de travaux. Et c'est un sujet qui est très important pour l'Organisation mondiale de la santé, qui a même établi des valeurs guides, mais pas obligatoires, malheureusement. Mais disons, l'Europe essaie de les adopter. On verra, pour le moment, c'est en 2030 qu'on fera ce pas. Donc, les particules... Je vous montrerai aussi en deux caractéristiques. La taille, plus elles sont petites, plus elles sont inhalées de façon profonde, et puis la composition. Et malheureusement, en épidémiologie, il y a très peu d'études qui tiennent compte de la composition. C'est surtout la masse ou le nombre qui est pris en compte. Et puis là, vous avez tout un peu des 200, les principaux composants. Et la dernière ligne, ce qui nous intéresse aussi en épidémiologie, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques parce qu'ils sont classés cancérigènes, certains par l'OMS, et donc voilà, il faut faire attention. Alors, c'est un peu confus, je ne devrais pas dire comme ça, mais l'OMS a aussi classé la pollution générale comme cancérigène. Et finalement, la pollution, c'est un cocktail. Donc, on a, je ne sais pas si vous savez, on peut postuler pour avoir une expertise sur un produit. Et moi, j'ai demandé que l'OMS s'occupe du bois et de la combustion du bois. La liste est longue et on verra. Et aussi, j'ai demandé qu'on s'occupe des particules ultra fines dont je vous ai parlé. Bon, c'est une fiche à remplir, très simple. Alors, qui utilise ça? 3 milliards de personnes dans le monde. Vous avez les pays concernés, bien évidemment, l'Afrique, l'Inde, la Chine, pour se chauffer, se nourrir dans ce pays. Et puis, chez nous, pays industrialisés, c'est pour se chauffer essentiellement. Ensuite, il y a comme biomasse use involontaire les incendies, mais il y a aussi les incendies prescrits, comme disent les Américains. Et là, on vient d'entendre la forêt privée. Évidemment, il faut brûler de temps en temps et ça peut déraper. Et puis, il y a une population qui est particulièrement exposée, c'est celle des pompiers qui sont soit volontaires, soit militaires, et ça fait une différence en termes d'études, parce que vous pouvez bien imaginer que les premiers sont moins exposés que les deuxièmes, parce qu'ils ne le font pas tout le temps ou avec des rôles qui sont différents. Alors là, c'est ce qu'on a comme utilisation du bois en Europe. En 2020, je crois que je ne vois plus, c'est un peu petit, je m'excuse, 25%, mais en 2030, ça va être presque 38%. Donc, une augmentation de l'utilisation du bois pour se chauffer, surtout dans les pays nordiques, à la montagne, en zone rurale. Et ce qui nous intéresse à nous, épidémiologistes, c'est passer de la source, utiliser le bois, oui ou non, aux concentrations des polluants. Et de façon très moyenne au sens que c'est une moyenne qui a été faite à partir de plusieurs études, on trouve que dans les maisons des pays en voie de développement, et souvent c'est un peu à l'extérieur d'ailleurs, ce n'est pas des vraies maisons, il n'y a pas de vrais murs, les concentrations arrivent à 5000, bonjour les dégâts, n'est-ce pas, microgrammes par mètre cube, parce que regardez, pour l'OMS, c'est 15 par jour. Donc 5000 et 15, ça fait une belle différence. Et dans nos maisons, et ça ce sont les études, avant qu'on adopte des poêles ouverts, des choses
plus performante, hein, parce qu'on a quand même jusqu'à 500 microgrammes par mètre cube. Donc, ça fait beaucoup aussi, hein, par rapport à 5 moyenne annuelle ou 15. Voilà, ça c'est la première vérité, on peut dire, premier fait. Et puis, où est-ce qu'il va se produire, où est-ce qu'elle va cette fumée de la combustion? Eh bien, évidemment, elle sort. Hein, là, c'est un village dans le Montana. Hein, et c'est, pardon. Elle sort, elle se retrouve dans l'air. Donc, cette pollution dès l'intérieur des locaux, on la retrouve aussi à l'extérieur des locaux. Et une des études d'intervention la plus performante a été quand en Tasmanie, ils ont décidé, dans une ville, qu'ils ont interdire, pardon, ça c'est l'utilisation du bois. Et donc, d'un ciel enfumé, comme on voit là, on est passé à un ciel bleu. Évidemment, ce n'est pas compliqué. Alors, il y a aussi les incendies, on l'a dit, et ce qu'il y a dans les incendies, que les concentrations sont encore plus élevées qu'à la maison, vous pouvez bien imaginer. Et évidemment, c'est un problème dont il faut tenir compte. Les Canadiens et les Américains ont publié déjà pas mal de données sur ça, mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas parler de ça parce que c'est un peu hors sujet. Alors, je pense que vous l'avez dit, ça a été dit probablement entre hier et aujourd'hui, mais ce sont les données de l'Agence environnementale européenne pour dire quelle est la part des particules qu'on appelle les fines de 2 microns et demi et plus petites dans le résidentiel. Ben, c'est énorme, c'est 58%. Quand on va vers les plus grandes, c'est 44%, mais vous voyez, c'est très important. Et vous avez ainsi d'autres polluants qui sont importants et qui sont dérivés en partie de cette combustion. Alors, pardon, là, c'est tout simplement pour vous dire, c'est une étude très belle faite par les Français, c'est Nature quand même, et ils sont allés voir la pollution qui caractérisait certaines villes, et ils ont trouvé qu'il y avait une contribution très importante des aérosols organiques, donc dû au bois en général. Il y avait Grenoble, Lyon, quelques villes françaises, et puis des villes en Suisse et en Allemagne, et surtout, ils allaient voir une chose un peu compliquée, c'est le potentiel oxydant de la pollution, et c'était plus lié à la pollution organique qu'à la pollution chimique, ce qui est attendu, disons. Mais c'est pour ça qu'ils ont pu publier dans Nature. Alors, je ne sais pas si ça a été dit en France, ce sont des données citées pas, hein, que le bois, énergie, est la troisième source d'énergie pour les Français, derrière l'électricité, le gaz, etc. 8% de la consommation finale d'énergie, hein, et 40% des maisons individuelles en France ont un chauffage au bois. 24% des Français déclarent utiliser le bois comme source d'énergie. Donc, on voit que cette source a un rôle important. Et pour clarifier un petit peu, en 2022, encore ne le cite pas, 45% des émissions totales des particules sont liées à la combustion résidentielle. Et à Paris, hein, c'est même plus. Personne n'y pense. On parle en ce moment beaucoup du périphérique, hein, 50, 60, etc. Alors, pour vous dire, les PM fines, 2 microns et demi, représentent 8 fois celles dues à la combustion domestique, 8 fois plus que l'ensemble du trafic routier.
Et vous avez en bas, un peu, de toute façon, je laisse les diapositives, les détails sur d'autres composants de la pollution. Alors, quels sont les effets de la biomasse? Évidemment, ça dépend d'où et comment on la brûle. Dans les pays en voie de développement, c'est surtout les infections des enfants. C'est la première cause de mortalité des enfants. Hein. Vous verrez quelques chiffres après. Ensuite, des symptômes respiratoires de type bronchite chronique, d'asthme, et aussi, et ça on l'a découvert un peu plus tard, cardiovasculaire, cérébrovasculaire, maladies métaboliques, etc. Et je vous dirai pourquoi surtout. Et puis aussi, malheureusement, des problèmes de reproduction, de malformations et petits poids à la naissance des enfants. Alors, la seule chose qui est évidente, la cataracte, parce qu'on imagine bien que si on est tout le temps sur la fumée, hein, il y a un problème pour les yeux. Et là, il y a beaucoup de données, mais je ne vous en parlerai pas. Dans les pays industrialisés, encore une fois, le petit poids à la naissance, les symptômes respiratoires, l'utilisation de médicaments. Et enfin, juste pour citer, c'est les mêmes effets qu'on trouve en cas d'incendie, surtout les symptômes respiratoires. Il n'y a pas, pour l'instant, il y a quelques études à commencer à suivre les sujets qui avaient été exposés de façon importante pendant un incendie qui a duré comme au Canada. Là, ils sont suivis. Hein, les gens des zones, il y en a beaucoup, qui ont été exposés à l'incendie. Et puis, bien sûr, il y a la population des pompiers à suivre. Alors, c'est quand même la pollution à l'intérieur des locaux, en raison de cette contribution importante des pays en voie de développement, est quand même parmi les 10 premières causes de mortalité hein, dans le monde. Et on dit qu'il y a 4 millions, etc., qui sont attribuables à cette cause. Et dans l'Europe des 28, on a estimé que 61 000 décès par an sont dus à cette cause. Alors, quel est le coupable? Le principal coupable, bien sûr, la composition de la fumée est très importante, mais on va isoler les fameuses particules et surtout celles qui sont très petites, les ultrafines 0,1 micron, donc vous voyez, tout petit, qui sont très légères, on le voit là, dans le deuxième, alors que les particules fines pèsent, et puis plus elles sont grosses, plus elles pèsent. Et le fait qu'elles sont si légères fait qu'elles échappent aux mesures quand on pèse. Comment on fait? En fait, c'est très simple, il y a une pompe, on inhale l'air, il y a un filtre, et puis on va voir, le filtre était vide, puis on le pèse, sauf que ces ultrafines, elles ne pèsent pas, parce qu'il faut les dénombrer. Et il y a de quoi les dénombrer. On sait très bien dénombrer dans le sang le nombre de leucocytes, le nombre d'autres. Alors, c'est très intéressant ce tableau parce qu'il nous montre bien ce que je suis en train de vous dire, à savoir, à parité de masse, en considérant la taille de la particule, on a, c'est un peu décalé, un nombre croissant, mais d'une façon plus qu'exponentielle, parce que 2,5 millions pour 10 microgrammes par mètre cube, alors qu'il y en a 153 quand on a 0,5, vous voyez. Et surtout, très important, c'est la surface. Et en fait, elle se présente comme un film qui rentre dans malheureusement l'organisme, qui se met sur les cellules
et qui commencent des processus qui sont pathologiques graves. Et voilà comment elles pénètrent. En fait, plus elles sont grosses, plus elles s'arrêtent tôt. Celles de 10 microns, essentiellement liées à l'abrasion pneumatique, etc., restent hautes. Les 2,5, c'est très étudié par l'OMS, arrivent jusqu'aux bronches. Et puis, les ultrafines, elles passent la barrière alvéolaire, elles se retrouvent dans le sang, et donc elles vont toucher tous les organes. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de ça, mais on a plein d'évidences sur le fait qu'il n'y a pas que du respiratoire en lien avec la pollution. Et très intéressant aussi, vous voyez là, par le nez, bulbe olfactif, barrière hémato-encéphalique, les particules passent dans le cerveau directement. Donc, ce qui engendre, bien sûr, plein de problèmes. Voilà, donc, c'est ce que je vous ai dit, pardon. Alors, données sur les infections. Là, je vous présente ce que, pour nous, épidémiologistes, est très important. À savoir, ce sont des analyses qu'on appelle méta-analyses, où on fait le point de vue systématique sur toutes les publications qui ont été produites sur un sujet. Et puis, grâce à la statistique, nous faisons des méta-analyses, à savoir, on arrive à produire un résultat qui tient compte de l'hétérogénéité des études et qui montre aussi le risque de, disons, se tromper, donc, parce que ce sont disons, les données les plus fortes plutôt que des articles qui sont isolés. Hein. Donc là, vous voyez, sur cette histoire des pneumonies chez les enfants des pays en voie de développement, presque 2000 articles, 276 remplissaient les critères et 16 seulement pour la méta-analyse, qui a montré pratiquement un risque double. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'odération, mais c'est un risque. Et là, on est presque à 2. Risque double pour un enfant qui est avec sa maman quand elle fait la cuisine, disons, ou dans un contexte, et donc d'avoir une pneumonie, et la pneumonie tue dans ce pays. L'autre pathologie très, très liée au bois, c'est la BPCO, COPD en anglais. Il y a quand même 3 millions de décès tous les ans, et ça va devenir la 3e cause de décès au niveau mondial. Et beaucoup, à cause de la pollution, soit pollution indoor, soit pollution outdoor. Et là, je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, on a pensé longtemps que cette pathologie était due au tabagisme, et puis on a vu qu'il y avait des non-fumeurs qui tombaient malades, donc on s'est dit, il fallait voir, et on a trouvé bien sûr les travailleurs exposés à gaz, vapeur, poussière, beaucoup, et puis aussi la pollution de l'intérieur des locaux. Et voilà quelques études. Je vous ai mis ce papier. C'est aussi une analyse, méta-analyse, mais réduite, mais elle concerne que l'Europe. Donc, finalement, parce que d'études dans le pays en voie de développement, il y en a aussi, pour montrer qu'il y avait pour plein de symptômes. Parce que vous savez, souvent, on n'a pas le diagnostic à pathologie. Les gens, tous crachent, sont essoufflés, et à côté, il n'y a pas, le médecin n'a pas fait de diagnostic, ou les gens n'ont pas compris le diagnostic. Il y a plein de choses. Donc, on se base aussi beaucoup sur les symptômes. Et, pardon, je reviens en arrière. Et les symptômes ont montré que même avec la tuberculose, disons, la santé respiratoire a été mise en danger par cette. Et ici, maintenant plus récent, voilà aussi une étude, méta-analyse très complète qui montre aussi un risque accru pour les femmes. Alors les femmes, c'est un bon sujet, pour ainsi dire, parce qu'elles ne fument pas,
quand on prend globalement, elles fument moins que les hommes. En France, maintenant, elles fument beaucoup. Hein. Et donc, un risque accru pour ces femmes de faire cette pathologie à la suite de l'utilisation du bois. Alors, c'est tout petit, mais ce que je veux vous dire par cette diapo, c'est qu'on a trouvé un risque accru aussi pour maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires et maladies métaboliques. C'est le diabète, hein, pour vous donner un exemple, qui allait de 2 à 4 fois à risque supérieur auquel, honnêtement, on n'avait pas pensé. Et ça aussi, c'est une méta-analyse. Et puis, il y a eu une étude énorme, 77 000 femmes. Et là aussi, on a trouvé vraiment des symptômes subcliniques de l'infarctus liés à cette utilisation du bois. Quid des cancers? On a dit que la pollution est un carcinogène. Et on a trouvé effectivement pour plusieurs types de cancers que les femmes utilisaient le bois, ou plus en général hommes et femmes, avaient un risque accru de faire une tumeur du poumon, gastrique, de l'œsophage ou du cervix. Et très intéressante, on en a beaucoup parlé, ça c'est The Guardian, qui est très intéressé par la pollution parce que c'est la première étude prospective. On prend les gens sains, on les suit dans le temps. Et après, on voit si les exposés sont différents des autres. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? 50 000 femmes, hein, quand même, suivies. Aux États-Unis, le Montana, il y a plein de country, pays, disons États, je voulais dire, où on utilise le bois. Hein, ça fait partie des habitudes locales. Et il y avait un risque 70% en plus de faire un cancer du poumon, même si elle ne fumait pas. Donc, une partie. Là, c'est toute, mais après, ils ont fait ce qu'on appelle une analyse plus pointue pour voir. Alors, là, c'est une étude que j'ai faite avec des collègues portugais pour voir s'il y a un effet chez les pompiers. Eh bien, c'est écrit en haut, on a ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire ils sont plus sains que la moyenne de la population. Donc, au début, on ne voit pas d'effet. Ça s'appelle l'effet du travailleur sain, Healthy Worker Effect. Mais on sait, par habitude, ensuite, ces gens-là, à un certain moment, commencent malheureusement aussi à être malades. Pas tous, hein, on est toujours dans la probabilité. Et nous, on a considéré que la fonction respiratoire, et dans cette méta-analyse où il n'y avait pas tellement d'études, hein, parce que, vous voyez, 24 études, ce n'est pas beaucoup, on n'a pas trouvé. On avait quelque chose quand on allait voir ceux qui étaient militaires, de service, etc., alors que les 5562 mélangent tout. Et là, on est en train de faire un ajournement des données de la littérature en général sur brûler du bois et puis maladies respiratoires. Et on est arrivé à avoir 37 études qu'on va inclure dans notre méta-analyse, mais je peux vous dire, parce que ça a été fait, sauf que c'était un peu prématuré de vous montrer les résultats, que quand on voit le tableau, il y a toujours un risque qui est significatif, petit ou grand. Donc, il y a bien un effet. Alors, je vous ai dit qu'on est comblé comme épidémiologiste quand on fait des études d'intervention, parce que c'est là qu'on peut dégager des pistes de prévention. Et en quoi ça consiste? En utiliser, par exemple, des poêles qui sont plus performants. Et il y a eu pas mal d'études en Afrique où on a donné, parce que les gens vraiment brûlaient même le sol, du bois, du charbon, etc. On leur a dit il faut procéder différemment, il faut ventiler.
Et voilà, c'est un peu ce qu'on appelle la prévention primaire, hein, comme on dit, et malheureusement, les études, pour le moment, ne sont pas concluantes. On n'en trouvait rien pour les enfants, gloup, et leur pneumonie ou leur infection respiratoire aiguë, qui sont celles qui les tuent. On a en revanche une réduction pour les mamans qui vont avoir moins de symptômes évocateurs de la BPCO. Pour l'asthme, mais l'asthme c'est une maladie paroxystique, il y a la crise. Donc changer, ça n'a pas vraiment changé la donne. Et en revanche, très bien pour protéger les naissances de petits pois chez les femmes. Donc, c'est un résultat très important. Pourquoi? Parce que la prématurité est liée à plein de problèmes de santé dans la vie future. Énormément. Même infarctus, et ça, on le sait. J'ai pratiquement fini. J'ai combien de temps, là? Encore 5 minutes. 5 minutes, mais j'ai pratiquement fini. Malheureusement, il n'y a pas tellement de données sur le pellet, mais il y en a. Bon, ça, je vous le passe, peut-être vous l'avez vu qu'on commence à l'utiliser beaucoup. Je passe un peu plus loin pour vous dire seulement que pour le moment, les études sont beaucoup en termes d'émissions. Qu'est-ce qu'il y a en émissions? Et alors, en émissions, cette étude a montré qu'il y avait des métaux en excès, hein, du plomb, du arsenic, qu'il y avait des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Alors, ce qui manque, c'est la comparaison avec le bois normal. Mais il y en a, hein, c'est évident. Mais dans ces études-là, ça n'a pas été fait. Et puis, bon, ça, je pense que vous en avez parlé beaucoup, hein, de changement climatique. Et j'ai envie d'aller vers les messages, comme ça on termine. Et je répète, je suis navrée, ce que j'ai déjà dit, donc, mais vous êtes bien placés, sauf moi, quand je fais mes présentations, parfois il y a des gens qui disent « le bois, vraiment, c'est ça ?» Donc, nous l'utilisons. C'est en augmentation, nous, je veux dire, en Europe. Les études de population, malheureusement, sont rares encore. Donc, il faut en faire davantage. Études d'intervention aussi. Je veux rester, disons, prudente et terminer en disant que vraiment, on a besoin d'étudier davantage. Et puis, voilà, ça, ce sont des perspectives générales. Les ultrafines dont je vous ai parlé ne sont pas mesurées. Ce n'est pas dans le monitorage qui est fait. Alors, l'INERIS les mesure, ERPARIF les mesure. Certainement, dans votre région, vous avez Atmo, votre région qui le fait, mais ce n'est pas obligatoire. Et puisque là, on entend ces jours-ci qu'on va réduire tous les, les budgets, etc., peut-être, elles vont disparaître, alors qu'elles sont dangereuses. Et il faudrait... Alors, comme je dis, elles ne sont pas monitorées, en même temps, j'ai besoin de dire que, de ce fait, il n'y a pas de normes, même pas recommandées. L'OMS n'a pas fait de normes pour les ultrafines, mais... Lydia Moraska, peut-être vous la connaissez, c'est quelqu'un de très important dans le domaine de la pollution atmosphérique, a commencé, elle, une task force pour le faire. Donc, deuxième point, bon, il faut appliquer ce que l'OMS préconise, et puis, naturellement, il faudrait faire, et je vais vous épater, des recommandations pour l'air intérieur. Parce qu'il y en a pour quelques polluants, mais pas assez. Et surtout, j'aurais dû mettre
un autre point, il faut éduquer les gens, informer les gens, et ça manque. Et je commence par mes collègues, parce que moi, j'ai fait une formation de 2 heures au pneumologue, et je trouve que ce n'est pas beaucoup par an, hein, pas par semaine, etc. Alors que, évidemment, c'est un problème de santé publique majeur. Je vous remercie. On doit absolument aller manger dans 10 minutes. C'est parfait. On va prendre 2 ou 3 questions. Et puis... Autrement, on continue à table. Non, on va prendre 2 ou 3 questions. Ouais. Il y a une dame là. Vous avez... Je lui donne le micro. Là, une dame. Parler fort, vous m'entendez là? Oui, oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à des effets de synergie différents? Très bonne question. Oui, oui, évidemment. Et il y a évidemment entre polluants chimiques et biocontaminants, parce que pollen et pollution, ça ne fait pas un bon ménage, mais pas du tout. Même ça, la pollution a un effet irritant. Déjà, ça permet aux allergènes, par exemple, de pénétrer de façon plus importante. On l'a vu avec la Covid. Hein, il y avait plus de Covid là où c'était pollué. Hein, Et ça, c'est la synergie. En plus, même au niveau de polluants chimiques, quand on met plusieurs ensemble, évidemment, il y a un effet. Et puis, je veux rajouter cette nouvelle notion qui est celle de l'exposome, à savoir, en fait, on n'est pas isolé quand on est exposé à la pollution. Il y a plein d'autres facteurs avec lesquels on interagit. On sait bien qu'un régime alimentaire est sain, faire de l'exercice, par exemple, protège des effets de la pollution atmosphérique. Donc, voilà, c'est un ensemble compliqué qu'on essaie de prendre en compte. On a vu que la modification de la concentration du CO2 dans l'atmosphère jouait sur la croissance des arbres. Donc ça améliore leur santé, si on peut dire. Est-ce que la modification... Jusqu'à un certain bout, j'ai entendu tout à l'heure, oui. Mais est-ce que la modification de l'atmosphère, de la température, de la concentration, est-ce que ça joue sur la santé des humains? Bah oui, ça n'a pas été vraiment étudié, mais oui. C'est une bonne piste, oui, à explorer, oui. Non, mais vous avez vu, on est loin du compte pour plein de choses, mais c'est vrai que oui. Là, on est dans les polluants de l'air. Et on fait parfois une différence entre les polluants de l'air et la concentration. Oui, c'est le paramètre de confort, etc. Sauf que on est pour l'instant encore centré sur certains polluants. Et même, j'ai montré la liste tout à l'heure. J'ai dit 200 et puis j'en ai montré 15 peut-être. Ben, il y en a pour lesquels on ne sait rien. Hein, donc il y a du travail à venir. Oui. Oui. Qu'en est-il pour les composés organiques volatiles sans que le bois ne prenne le feu, qui nous entoure si on a des maisons de plus en plus construites en bois? Et quelles recommandations y a-t-il pour éviter les... Tu parles de coves biogéniques, c'est ça? Oui, oui, ben, il y a émissions, évidemment, qui dépendent aussi de type des plantes. Alors, pour l'instant, les recommandations vont dans le sens qu'avoir du verre, c'est bon. Hein, il faut, parce que ça permet aux gens de faire de l'exercice, de respirer un air qui est moins pollué que l'air de la ville. Je parlais surtout de ce qu'il peut y avoir dans les maisons lorsqu'elles sont oui, oui. réalisées en partie en bois.
Ah, oui, oui, bien. Alors là, oui, absolument. J'ai vu une école tout en bois, ici, le Moulineau, et ça sentait beaucoup, hein, parce que finalement, ben, les recommandations, c'est de ne pas utiliser ce type de matériel, sauf, oui. Je crois qu'on n'a pas bien compris votre message. C'est-à-dire quand on fait de la construction de bois, c'est dangereux si on est trop s'il y a trop de bois dans la maison. Bah, c'est pas honnêtement, c'est pas mon expertise, mais j'ai entendu dire que il y avait un juste compromis à trouver, et aussi la façon, parce que souvent c'est aussi comment on traite le bois. Alors ça empire encore la situation. Olivier, l'avantage c'est que ça n'a plus de radon. Oui. Le radon, bon, on ouvre les fenêtres aussi, donc on est en contact. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on aille déjeuner? En complément de ce que je viens de dire, c'est qu'on a vu que le réchauffement climatique, c'est une moyenne évidemment, et c'est une variation autour de la moyenne. Et de temps en temps, on a des phénomènes de dôme de chaleur, et la température du corps humain est arrivée à 37 degrés au quelques. Et donc, ça crée des mortalités, des stress, un peu comme on avait eu la canicule qui Oui. fait une forte mortalité dans les maisons de retraite. Ça, c'est Pas seulement, hein, oui, oui. En 2005, c'est ça? Oui. C'est un commentaire, hein, le vôtre, oui. c'est un commentaire, pas, Oui, c'est un commentaire, oui, oui, je suis d'accord, oui, oui, évidemment. On remercie Isabelle. Ben, merci à vous.